Ravi de vous retrouver. Hervé Morin, le blocage du pays le 7 mars, on y va tout droit? Ouais, si les syndicats le disent et la CFDT avec, je pense que le 7 mars, ça va être une journée qui va en effet être le moment dur, c'est-à-dire un moment où on va réellement appréhender la capacité de celles et ceux qui sont opposés à la réforme des retraites de pouvoir mobiliser le pays avec un blocage comme on a pu connaître pour les plus jeunes en 1995. Voilà. Parce qu'en l'occurrence, là, ça peut être un blocage le 7, le 8, le 9, le 10 mars, et un blocage général. Encore que les salariés puissent supporter des journées sans bosser, des journées aussi pour ceux qui font grève sans être payés. Tout ça n'est pas forcément très simple. Ce qui est sûr, c'est que cette réforme a été mal embarquée depuis le début. Ça fait pas de doute. Alors vous, on va en parler dans un instant. Sur le principe, vous êtes pour une réforme des retraites, mais vous considérez que ça n'est pas le moment. Vous nous direz pourquoi. Moi, je pense d'abord, juste une chose, c'est que j'ai été dans un gouvernement où on a décidé, où le président de la République a décidé de faire une réforme alors que c'était pas dans son programme. Nicolas Sarkozy. Et je me souviens toujours de Nicolas Sarkozy nous dire, nous faisons la réforme parce que nous avons besoin de démontrer au marché, à ceux qui nous prêtent de l'argent tous les jours pour finir les fins de mois, nous devons montrer aux membres de l'Union européenne que la France est capable de revenir sur le chemin du redressement de ses comptes publics. Et je suis absolument convaincu que le ressort profond d'Emmanuel Macron sur cette réforme, c'est ça. C'est-à-dire de pouvoir dire au marché, dans un pays très endetté, avec des déficits considérables, voilà, on est capable de redresser les déficits publics. D'où le fait d'afficher les 64 ans, alors qu'on aurait pu à peu près arriver au même résultat sans agiter ce chiffon rouge. Et donc, il y a tout de même un problème de discours, qui est de ne pas affronter la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est un pays sous surveillance compte tenu de l'immensité de nos déficits publics. Mais puisque vous en parlez, en l'occurrence en 2010, Nicolas Sarkozy, il avait quand même rencontré une certaine opposition au moment de la réforme des retraites. Il y a eu 4-5 manifestations importantes. Il avait envoyé aussi les forces de l'ordre dans les raffineries au moment du blocage du pays. Est-ce que si cette situation se reproduit, vous pensez que le gouvernement devrait faire la même chose? Nous avons les images d'archives à la raffinerie de Grand Puy précisément, où les manifestants étaient là pour attendre les forces de l'ordre, un face-à-face un peu musclé. Est-ce que si à partir du 7 mars, un blocage... le blocage dure trop longtemps dans les raffineries, il faudrait faire la même chose. C'est parce que j'en ai le souvenir, c'était un moment où toutes les raffineries ou presque étaient bloquées, où la France commençait à s'interroger sur le fait de pouvoir avoir de l'essence. Bon, on n'en est pas là au bout de 24 ou 48 heures. Il faut que le mouvement s'installe, il faut que le blocage du pays... Mais c'est le risque. Bien sûr, mais à partir du moment où vous lancez une réforme comme celle-ci, il faut accepter ce risque-là. Mais il faut être capable de créer les conditions de la pédagogie sur cette réforme. Moi, j'ai quelques interrogations. La première, pourquoi on n'a pas pris toute une série de mesures concernant les seniors? C'est ça que je pige pas, quoi. Vous voyez, tout le monde se dit... mais si, ils ont donné un index. Ouais, mais c'est comme si c'est un index qui suffira. Mais vous voyez, vous pourriez vous dire... On va permettre aux seniors on va permettre aux entreprises d'avoir des cotisations vieillesse réduites pour qu'il y ait plus de seniors qui puissent bosser. On va permettre le cumul complet d'une pension et d'un salaire. On va favoriser dans de bonnes conditions les droits complémentaires et supplémentaires de retraite auxquels on aura droit si vous continuez à bosser un peu plus longtemps. Tout ça n'a pas été fait. Pourquoi J'en sais rien, posez-leur la question. Vous direz que c'est le gouvernement qui est responsable aujourd'hui du potentiel blocage du pays? Non, parce que je pense que... je veux dire, Emmanuel Macron a tout dit sur les retraites. Le problème, c'est aussi la crédibilité. Oui, c'est ça, tout dit. Il a dit que jamais il ne toucherait aux 62 ans. Après, il expliquait que ce serait 65. Il a fait une réforme des retraites qui était radicalement différente, qui était celle... d'une retraite par points. Bon, au bout du compte, les Français se disent où est le discours? Alors, en plus de ça, personne n'a voté pour Emmanuel Macron parce qu'il proposait la réforme des retraites. Il ne faut pas se raconter l'histoire. On a voté, nous avons tous ou presque voté Emmanuel Macron parce qu'on ne voulait pas Marine Le Pen. Ça vaut pour tout le monde. On peut voter pour Jean-Luc Mélenchon et ne pas cautionner l'entièreté de son programme. Non, on ne cautionne rien du tout. On peut l'appliquer à n'importe quel responsable politique. La terreur politique, c'est pas pour nous. Est-ce que vous qui êtes président de la région Normandie, je lisais tout à l'heure dans Le Monde la grande frousse du gouvernement qui a peur de voir monter la contestation des sous-préfectures.
ils surveillent comme le lait sur le feu les villes moyennes, le nombre de personnes mobilisées dans des villes moyennes dans lesquelles d'habitude il n'y a personne. Les gens ne se mobilisent pas. Et là, ils constatent que il y a beaucoup de tout un phénomène qui prend de l'ampleur. Et ils veulent se persuader que ça va pas être comme les gilets jaunes, que c'est pas les mêmes gens, etc. Mais bon, en fait, peut-être que c'est quand même un peu les mêmes gens et que le phénomène ressemble. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un phénomène de ce genre, ou est-ce que vous sentez que finalement il y a une espèce de résignation collective à l'idée de faire passer cette réforme? Ou est-ce que le vent est en train de tourner en défaveur du gouvernement? Quand on fait de la politique, on a en général quand même pas mal de capteurs. Honnêtement, je n'en sais rien. Je constate, comme vous, des phénomènes très curieux. Quand vous avez autant de monde qui manifeste dans des sous-préfectures ou des préfectures, Saint-Lô, par exemple, dans la Manche, qui est quand même un département très modéré, quand vos propres amis vont manifester, des gens qui votent à droite et qui vont manifester, la droite populaire. Je veux dire, c'est assez simple. Quand on réfléchit à cette réforme, ceux qui sont les plus impactés, c'est ceux qui ont commencé à bosser tôt. Ceux qui, comme nous, commençons à bosser bien plus tard, l'équation n'est absolument pas la même. Les diplômés, en général, veulent continuer à travailler. Ils sont même souvent angoissés à l'idée d'arrêter de bosser. Bon. Mais moi qui suis dans la première région industrielle de France où 30% de l'emploi est industriel, je vais dans des usines et ça fait partie de mes plaisanteries quand je visite, avant la réforme des retraites, il y a 5 ou 6 mois, quand je vois des cheveux gris dans des ateliers, je leur dis alors dans 6 mois on arrête. Je dis non, je viens d'avoir Emmanuel Macron au téléphone, ça va pas être le cas. Mais les gens l'attendent, cette retraite, parce qu'ils ont bossé. Vous avez Emmanuel Macron, bossé dur. Mais non, mais c'était. Est-ce que vous faites effectivement le lien avec le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous y voyez quelque chose, une forme de réminiscence? La question qui va se poser, c'est, pour l'instant, toutes ces manifestations sont en bon ordre, parce que les syndicats ont su les tenir. La question, c'est est-ce que les syndicats vont être capables encore de tenir ces manifestations dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Et précisément sur ce point, je voudrais qu'on écoute Fabien Villedieu de Sudrail. Il était hier soir sur ce plateau. Les gens, ils deviennent fous. Parce que quand vous allez en manifestation, y compris dans des petites sous-préfectures, des préfectures, et que les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un plateau, on dit, on continue. Les gens, ils deviennent dingues. Ils deviennent complètement dingues. Et qu'est-ce qu'ils disent? Faut durcir. Parce que si vous faites une manif une fois, on veut bien qu'on nous écoute pas. 2 fois, on se dit quand même, il faut un peu la sourde oreille. Mais 3 fois, 4 fois, vous mettez 1 million de personnes à chaque fois, les gens, ça les rend dingues. Ça les rend dingues. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils disent, face à ça, va falloir taper, et beaucoup plus durement. Est-ce que la fermeté du gouvernement, puisqu'aujourd'hui le discours du gouvernement consiste à dire, même s'il y a 1 million de personnes dans la rue, ça ne change rien. Est-ce que cette fermeté-là pourrait encourager certains à basculer dans une forme de violence? Je n'en sais rien. Pas plus que je ne suis pas capable de lire dans le mar de café. J'ai juste cette interrogation, c'est qu'on sent que même dans cet électorat modéré, qui aime le travail, etc., cette réforme est très profondément rejetée. Elle est rejetée, en vérité, elle est acceptée simplement pour les CSP+, ou pour les retraités qui sont déjà à la retraite et donc qui se disent l'essentiel, c'est que mon régime de retraite soit encore à l'équilibre dans 10 ans. Bon, mais dans les milieux populaires, des gens qui ont commencé tôt, cette réforme passe très mal. Alors au bout d'un moment, est-ce que c'est la fatalité, en disant, finalement on fait comme les autres, quoi. Vous êtes élu d'un assez grand territoire. Tout à l'heure, vous avez dit en rigolant, oui, j'ai Macron au téléphone. Vous m'avez dit non, en fait, je l'ai pas vraiment. Mais est-ce que le gouvernement vous appelle? Est-ce qu'il prend le pouls des territoires en disant, ça se passe comment, vous, en Normandie? Non. Non, ils en ont rien à fiche. Ils ont déjà normalement des parlementaires pour le faire. Mais c'est une vraie question. Tout à l'heure, vous avez parlé de capteurs. Vous avez dit, non, quand on est un parti politique, quand on fait de la politique, on a des capteurs. Et franchement, aujourd'hui, on a un peu l'impression que le gouvernement et la majorité, ils ont un peu perdu leur capteur dans la population. Et vous pourriez être un de ces capteurs. Vous n'êtes quand même pas très loin d'eux politiquement. Je pense surtout que cette réforme a été mal emmanchée, compte tenu des contradictions de discours et aussi du fait qu'on n'assume pas la réalité. Et l'assumer, c'est de dire au pays, on est un pays qui est dans la dette.
qu'il est temps qu'à un moment ou un autre, on trouve le chemin pour essayer de rééquilibrer les comptes. Alors, soit on les rééquilibre en touchant à d'autres budgets, mais vous aurez observé qu'à peu près toutes les annonces qui sont faites, j'ai pu constater sur un sujet que je connais un peu, qui est la défense, ça a été partout de la dépense. Tout sujet confondu. Jamais vous avez le président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un hubris, pardon, mais est-ce que moi je suis frappé peut-être. J'ai peut-être un peu. Je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le commentaire politique, disons. On a rarement vu un président aussi dépensier qu'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dont on n'ose pas trop, dont les uns et les autres n'osent pas trop parler, d'un président qui a le carnet de chèques facile sur l'argent public, peut-être plus que ses prédécesseurs? Oui, il part du principe que j'imagine, qu'il parte de l'idée que la dépense publique est toujours plus populaire que le reste, probablement, parce que sinon. Excusez-moi, parfois elle est quand même un peu nécessaire, hein, notamment pendant le Covid. Pendant le Covid, oui, elle est quand même un peu importante. Hein. D'accord, on est d'accord, mais vous ne pouvez pas. Et pour les services publics. Ouais. Oui, mais quand vous discutez un peu avec les Français, au bout d'un moment, ils se disent, mais comment se fait-il qu'avec autant de dépenses publiques, tout ça marche aussi mal, quoi? Où est-ce que va mon fric, quoi? Ça aussi, c'est un discours qu'on entend. Du coup, il y a des réformes structurelles, en fait, de l'hôpital public et de l'éducation. Je voudrais qu'on revienne sur cette image qui a marqué les cortèges hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette j'ai pas regardé la télé du week-end, pour tout vous dire. C'est vrai? Non. Ah bah écoutez, du coup vous allez la découvrir cette image. Vous avez éteint votre télé tout le week-end. Ça vous arrive souvent ça de couper avec l'actualité? Du coup cette image, la voici, c'est cette poupée d'Elisabeth Borne, c'est sur un camion de la CGT. Ouais, mais ça, c'est... On voit la première ministre qui est pendue. Ouais, clairement, sur un camion de la CGT. On a vu pire. Stéphane Séjourné, président de Renaissance, du parti Renaissance, a parlé d'incitation au meurtre. Vous diriez la même chose? Ouais, je me retrouve pas dans tout ça, quoi. Je trouve que je trouve qu'il y a vraiment une partie du débat politique qui est celui de semeur de haine. Semeur de haine, quoi. On peut pas avoir de démocratie et pas respecter les autres. La démocratie, c'est d'accepter d'être minoritaire. Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale vendredi? Ou là aussi? Oui, de temps à autre, j'y vais parce que j'ai été député pendant un certain temps. Je regarde. L'Assemblée, ça a toujours été une ambiance relativement violente. Et la démocratie a forcément des moments d'exaspération. J'ai le souvenir de ministres qui n'osaient même plus monter dans l'hémicycle tellement ils avaient les pétoches pour les questions d'actualité. Bon, donc pour vous, il y a rien mais dans ce qui s'est passé vendredi, ou quand même tout est laid, on a franchi un cap? Tout est moche, tout. Je veux dire, on peut pas. 15 jours simplement, 15 jours d'exclusion de l'Assemblée. Ah, vous dites, vous, 15 jours, c'est pas assez. Alors, en l'occurrence, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, la séance a été interrompue. Enfin, tout a commencé avec un tweet du député de la France Insoumise, Thomas Porte, qui lui posait sur une photo avec le pied sur un ballon de foot et la tête du ministre du Travail. Il a refusé de s'excuser. Du coup, il a été sanctionné. 15 jours d'exclusion de l'Assemblée nationale. On le voit ici à l'image. Je voudrais qu'on écoute Aurore Berger de la majorité à ce sujet. Je rappelle que 15 jours d'exclusion, c'est la même sanction qu'avait eu Grégoire de Fournas du Rassemblement national pour des propos jugés racistes. Et c'est le max. Et c'est le max. Vous avez deux choses. Vous avez d'un côté un député d'extrême droite qui revient aux premières amours de l'extrême droite et qui a un propos raciste. Puis vous avez de l'autre côté un député d'extrême gauche qui assume une culture politique qui est une culture politique violente et haineuse. Donc vous les renvoyez dos à dos? Et je considère, oui, mais parce qu'ils sont à renvoyer dos à dos. Donc c'est aussi grave, l'un et l'autre? L'appel à la haine, je crois, qu'elle soit raciste, qu'elle soit antisémite ou qu'elle soit à l'encontre d'un membre du gouvernement, oui. Et encore une fois, vous savez très bien que si un seul de députés Renaissance avait eu la même attitude avec son écharpe tricolore pour écraser de son pied symboliquement la tête de Jean-Luc Mélenchon, vous imaginez très bien la réaction qu'il aurait eue, qui serait autrement plus violente, à mon avis, que celle que j'ai aujourd'hui. Pour vous aussi, c'est la même chose, Hervé Morin? Non, c'est pas la même chose, parce que je me souviens très bien... on pouvait avoir un doute, il pouvait avoir le bénéfice du doute, parce qu'on a bien vu comment les choses... D'ailleurs, celle qui prenait la parole... Vous parlez de Grégoire de Fournas. Oui, j'ai regardé plusieurs fois parce que ça m'a intéressé. Pas sûr de ce qu'il avait dit. Voilà, est-ce que ça concernait les parlementaires, etc. On pouvait avoir le doute. Là, honnêtement, dans un pays qui a eu un enseignant qui a été assassiné...
quel message vous adressez aux enfants qui sont dans les écoles et auxquels on donne des cours d'instruction civique. Je vous rappelle que quand on était député, je ne sais pas si ça se fait toujours, on allait dans les écoles pour expliquer ce que c'était que la démocratie, la vie au Parlement, à l'Assemblée. Vous avez un mec qui va venir avec son ballon en disant c'est la tête là. Mais vous vous rendez compte que la France, c'est la... Et on vit à l'ère de Robespierre, quoi. La tyrannie de la transparence. On rentre dans les chambres à coucher des gens. Franchement, moi, quand je vois tout ça, il y a des fois, j'ai envie de partir, quoi. Donc vous diriez que même 15 jours, c'est pas assez, quoi. Bah, il paraît qu'on peut pas avoir plus de 15 jours, disent vos... Ouais. mais vous avez l'air un peu blasé, voire atterré par ce qui se passe en ce moment. Ça ne vous intéresse pas, en fait, ce bras de fer autour de la réforme des retraites. Non, mais si, ça m'intéresse. La preuve, je pense que je connais le sujet, j'en parle. Non, mais je vous assure, vous avez l'air un peu blasé. Je suis pas blasé, je suis désabusé par l'état du pays. L'état de l'expression démocratique du pays, avec un repli considérable sur soi-même, une partie de nos compatriotes qui n'ont plus que des réflexes de consommateurs et qui n'expriment plus de conscience collective. C'est tout de même un pays. On parle toujours de la fragmentation du pays. C'est beaucoup plus profond que tout cela, quoi. C'est-à-dire que grosso modo, le seul moment d'expression ou de partage, ça devient les réseaux. Bon, je dis, mais je sais pas, mon pays... où est l'ambition de mon pays, quoi? Oui, mais ça, est-ce que c'est pas le résultat aussi de la recomposition politique initiée par le macronisme, qui fait que maintenant, il y a en gros un parti central qui est le parti des gens... qui s'auto-proclament les gens raisonnables, les gens démocrates, républicains, etc., et qui renvoient, comme vient de le faire d'ailleurs Madame Berger, dos à dos, toutes les autres oppositions, qu'ils appellent d'ailleurs généralement par le terme générique les oppositions, et qui ne sont que des extrêmes. Donc c'est soit, si vous n'êtes pas dans le camp des gens raisonnables, soit vous êtes fasciste, soit vous êtes complotiste, soit vous êtes d'extrême gauche, violente, etc. Alors qu'avant, quand même... Ne montre pas du doigt. Non, mais je te montrerai pas. Alors qu'avant, quand même, quand il y avait la droite et la gauche, il y avait au moins une alternance possible, des débats possibles entre gens raisonnables, mais qui n'étaient pas d'accord. Alors que là, aujourd'hui, on a l'impression que soit on est dans la ligne du parti central et on est quelqu'un de raisonnable, etc., soit on n'y est pas et on est un anti-vax demeuré d'extrême droite. Est-ce que c'est pas ça qui crée ce que vous venez de décrire? Et ce sera le mot de la fin. Ce qui est sûr, c'est que l'alternance dans un pays où un parti central occupe l'espace que vous avez évoqué amène nécessairement les conditions démocratiques pour connaître en quelque sorte un grand accident. Ça fait pas de doute. Vous vous appelez les centristes? Ouais, ben nous on est centre-droit associé à droite. Ah bon, oui, mais j'ai pas de problème. Je crois en l'économie de marché, je crois en l'esprit, en l'idée de responsabilité, je crois aux libertés individuelles. Non, mais les centristes, ça a toujours été la droite. Mais il n'empêche que clairement, quand vous n'avez plus cette séparation entre une droite et une gauche capable d'incarner une alternance, eh bien l'alternance, elle est forcément sur les deux bouts de l'omelette. Voire du coup, il n'y a jamais d'alternance. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été avec nous ce soir. Un peu désabusé. Je ne suis pas désabusé, je suis triste de voir l'état de mon pays. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Verrou 2027, je ne fais que vous répéter. Merci d'être venu sur le plateau de Week-end Direct. On va passer au match dans un